Ok. Voilà. Donc, voilà. Nous avons parlé depuis ce matin de la nécessité de développer des approches de lutte contre la pauvreté qui ne soient pas stigmatisantes, qui ne soient pas culpabilisantes, qui évitent toute forme de gaspillage et qui assurent la dignité de tous. Madame Magdalena Sepúlveda nous a aussi parlé de campagne, en disant qu'il fallait de véritables campagnes à ce sujet. Nous avons aussi vu que la réduction de la pauvreté est un défi extrêmement difficile à atteindre dans un contexte de crise où les statistiques montrent plutôt que la pauvreté augmente. Alors, nous voudrions, dans cette dernière session de la journée, vous parler de ce que nous faisons ici au Conseil de l'Europe avec différentes villes pour impliquer l'ensemble des acteurs dans la lutte contre la pauvreté. Alors, plutôt que de lutte contre la pauvreté, nous parlerons de cohésion sociale comme étant la capacité de la société à assurer le bien-être de tous et réduire les inégalités. Donc, construire la cohésion sociale revient de facto à réduire la pauvreté, mais en impliquant tous les acteurs dans un objectif commun partagé, le bien-être de tous. C'est pourquoi nous parlons de co-responsabilité ou responsabilité sociale partagée. Alors, sur cette base, le Conseil de l'Europe a développé un plan d'action pour la cohésion sociale consistant à développer cette approche de co-responsabilité pour le bien-être de tous, d'abord au niveau local, dans les villes, les quartiers, les entreprises, les écoles, avec les citoyens eux-mêmes, pour réfléchir ensemble sur ce qu'est le bien-être de tous, et sur cette base, faire émerger les idées, les actions qui assurent ce bien-être, en tout premier lieu à ceux qui en ont le plus besoin, les gens les plus pauvres, les exclus, et également réinterroger les politiques publiques et faire des recommandations politiques. Alors nous insistons sur le fait que cette démarche de co-responsabilité ne consiste pas en un désengagement des aides de l'État, bien au contraire, il s'agit d'appeler les États à mieux jouer leur rôle à partir de la parole des citoyens, afin que le bien-être de tous puisse devenir une réalité. Cette approche de co-responsabilité que nous conduisons aujourd'hui avec plusieurs centaines de communes dans 15 pays européens et même certains pays africains nous a conduit à construire avec toute cette communauté une méthodologie appelée méthodologie spirale, qui fait l'objet de cette session. Bon, il n'est pas question ici de vous expliquer dans le détail cette méthodologie. Il y a des documents qui existent, il y a un site web qui existe à cet effet. Sachez simplement qu'il s'agit d'une approche participative, de définition d'une vision partagée du bien-être, totalement ouverte et assurant un droit de parole égal à tous. Cette approche a mis en évidence en quoi le bien-être est très diversifié, avec différentes dimensions, à la fois matérielles et surtout immatérielles, comme par exemple le lien social, la reconnaissance, le sens de la vie, l'équilibre de la société, l'équité, l'égalité, la confiance en soi et dans les autres, la possibilité d'agir en tant que citoyen, etc. Donc, plutôt que vous parler de cette méthodologie, nous allons parler ici de l'application concrète dans 5 communes qui ont appliqué cette approche, avec une attention particulière à la réduction de la pauvreté. Et en partant de ces 5 communes, avec quelques exemples d'actions concrets, montrer en quoi elle apporte une plus-value en termes de lutte contre la pauvreté et permet des effets multiplicateurs particulièrement intéressants et prometteurs pour l'avenir, car il s'appuie sur des facteurs humains qui sont essentiels. Voilà, donc les 5 villes sont donc Mulhouse en France, Timișoara en Roumanie, Charleroi en Belgique, Covilhã au Portugal et Kavala en Grèce, représentés par les personnes qui sont autour de moi. Et elles vont donc présenter rapidement leur ville et le processus, et ensuite on parlera ensemble de ce que ça a donné, les résultats, et comment on peut aller plus loin avec des effets multiplicateurs, quelles recommandations en sortir. Voilà. Donc je passe maintenant la parole à Françoise Coulot, de la ville de Mulhouse, qui est la première ville à avoir appliqué cette approche. Bonjour, donc Mulhouse, c'est une ville de 110 000 habitants, 210 avec l'agglomération. C'est une ancienne ville industrielle. Nous avons actuellement 32% de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Nous avons aussi, comme on est une ville frontalière, des familles qui arrivent du Kosovo dans le cadre de la demande d'asile. Et depuis peu de temps, depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, nous avons des familles qui viennent aussi d'Italie et d'Espagne, qui ont perdu leurs droits et qui n'ont plus de minima sociaux et qui viennent chercher du travail. Mais malheureusement, actuellement, nous n'avons plus de travail.
Alors, au niveau de Mulhouse, en 2005, c'est le maire qui a été très volontaire pour faire en sorte que la ville démarre une démarche de co-responsabilité. Et nous avons actuellement 10 actions qui vont permettre en particulier que les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion deviennent acteurs. On a par exemple le contrat social multiparti, on a aussi droit et pauvreté, on a aussi des actions qui vont permettre que les personnes arrivent à des démarches de citoyenneté. On a comme ça le service, le centre hospitalier psychiatrique, on a le zoo le personnel du zoo, on a aussi le conseil des jeunes de Mulhouse, on a aussi le lycée qui vont entamer des démarches de co-responsabilité et qui vont être amenés du coup à être acteurs aussi, mais vers des actions citoyennes. Et on va avoir aussi des actions d'insertion, une action d'insertion par le logement par exemple, et puis aussi dans la consommation responsable. Voilà. Merci François. Donc maintenant nous passons à Timișoara, présenté par Mihaela Vetan, en Roumanie. Merci, bonjour. Timișoara est une ville située dans l'ouest de la Roumanie, bénéficie d'une position stratégique à cause de la frontière avec l'Hongrie, avec une population de presque 350 000 personnes. La ville est connue en Roumanie comme une ville de première. C'était la première ville où a été débutée la révolution roumaine, mais aussi une ville qui est ouverte à l'innovation sociale. Peut-être c'est le contexte qui explique parce qu'en 2007, Timișoara était la première ville de la Roumanie qui a commencé ce processus de construire un territoire de co-responsabilité en utilisant la méthodologie spirale. Les principales actions que nous avons faites à Timișoara, nous avons créé le groupe de coordination qui est formé par les institutions publiques, la mairie, les organisations non gouvernementales, des citoyens qui sont les porteurs de ce processus. Après, nous avons commencé de construire, en utilisant la méthodologie spirale, les indicateurs de bien-être. Nous avons réfléchi sur différentes dimensions de bien-être. C'était différentes surprises, comment les citoyens définissent le bien-être dans une ville. Et nous avons construit en impliquant les citoyens un plan local d'action qui contient en ce moment 3 propositions de projets pilotes qui proposent une utilisation différente des ressources et qui proposent différents rôles pour les citoyens. C'était les aspects très importants pour ce type de projet. Nous avons été, Timișoara a été aussi impliqué dans le projet droit et pauvreté. Nous avons identifié des situations de pauvreté très difficiles avec les citoyens qui expriment cette situation. Et la mairie a signé en 2011 la charte contre la pauvreté des responsabilités sociales partagées. En présence, le service social de la mairie collabore avec le groupe de coordination pour développer la stratégie de service social de la ville et ils sont très intéressés d'utiliser les critères exprimés par des personnes défavorisées en ces démarches. Merci. Merci, Mihaela. Maintenant, passons la parole donc à Covilhã avec Paulo Touré. Bonjour. La ville de Covilhã, c'est une ville du Portugal située dans la Serra da Estrela, la plus haute montagne du pays. Le territoire a environ 55 000 habitants distribués par 550 km². Donc, 35 000 sont dans la grande ville et 20 000 disséminés dans les 24 villages voisinants. Considérée autrefois comme la Manchester portugaise, ce qui est encore le cas aujourd'hui, est une ville très industrielle. En ce qui concerne le secteur du textile, plus que le plus grand groupe d'affaires dans le secteur au niveau européen est présent. Avec un fort secteur industriel et agricole, cette ville de montagne a suivi la tendance de l'époque et est à la fois une ville universitaire avec la Universidade da Beira Interior où environ
8 000 étudiants. Dans une tentative pour agir efficacement sur les questions de pauvreté et d'exclusion sociale, le Conseil de Covilhã a créé son réseau social il y a 15 ans sous l'impulsion d'une loi nationale, un instrument de la politique sociale qui se caractérise par le travail conjoint des partenaires publics et privés. Ce réseau social est basé sur le travail de partenariat entendu, efficace et dynamique entre les partenaires publics et privés qui, ensemble, élaborent des programmes et des actions ayant comme but ultime l'éradication de la pauvreté, de l'inégalité sociale et de le développement social. Merci. Donc maintenant, nous allons passer donc à Charleroi en Belgique, présenté par Giusto et Marianne. Giusto pour le moment. Voilà, donc la ville de Charleroi compte 205 000 habitants. C'est en fait la première grande ville en région wallonne. Au niveau national, elle est située donc comme étant la troisième plus grande ville, juste après Anvers et Gand. Durant les années 50 et 60, notre ville a connu une période de croissance économique, mais malheureusement, dès les années 80, notre ville allait connaître plutôt une récession économique, notamment avec la fermeture de nombreuses entreprises métallurgiques et sidérurgiques. En 2012, la ville de Charleroi comptait à peu près 25 000 chômeurs complets indemnisés, ce qui représente un taux de chômage de plus ou moins 25%, alors que le taux de chômage au niveau régional est de plus ou moins 15% et au niveau national de 11%. Un autre indicateur intéressant, un autre indicateur socio-économique intéressant, qui est l'évolution du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale. Il faut savoir que l'aide sociale, le droit à l'intégration sociale représente véritablement la dernière protection, le dernier rempart de la sécurité sociale en Belgique. En 2007, on dénombrait à peu près 5 500 familles en situation de détresse et donc étant dans le besoin d'être aidées socialement, matériellement, médicalement. Aujourd'hui, on est à 8 500 bénéficiaires, soit 55% de plus en l'espace de 5 ans seulement. C'est donc précisément dans ce contexte de crise et dans la perspective aussi de vouloir donc lutter contre la pauvreté que notre ville s'est engagée dans un processus de territoire de co-responsabilité, notamment en adhérant au plan de cohésion sociale, un plan de cohésion sociale soutenu par la région wallonne et dont le but est d'encourager les villes et communes implantées en région wallonne à déployer un certain nombre d'actions et d'initiatives locales, mais aussi à promouvoir la cohésion sociale sur leur territoire. Ensuite, notre ville s'est également engagée avec 13 autres villes et communes en Wallonie, s'est engagé dans un processus de recherche et de construction concertée d'indicateurs de bien-être, avec l'appui du Conseil de l'Europe, notamment dans le cadre de la méthodologie Spirale. Enfin, notre ville s'est également proposée à participer à une expérience pilote dont Isabelle Schurba en a parlé largement ce matin, l'expérience pilote intitulée « Droits humains pour les personnes en situation de pauvreté », dont le but est de réaliser de manière concertée et avec le plus grand nombre possible d'acteurs sociaux locaux, d'établir une charte locale de co-responsabilité et un plan d'action pour lutter contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale. Voilà. Bien. Now the floor is to Kavala, presented by you, Katsivariti. Yes. Hello to you all. I'm representing the city of Kavala, and as a participant of the conference said, we are the real poor of Europe, yes. And Kavala is a city located at northeastern Greece, very close to the Bulgarian and Turkish borders.
It's a coastal city, and it's mainly touristic, and it's based also on its economy in the service sector. It used to be a tobacco commerce center, but this belongs to the past. It has 75,000 people and belongs to the region of East Macedonia and Thrace, one of the most undeveloped regions of Europe, one that has one of the more increased percentage of unemployment. We have about 35% of unemployment registered. So for us, the notion of co-responsibility came along with the crisis. And we were lucky enough to have at that time a project running which was called Together for Territories of Co-Responsibility, which was an air-backed project. And through this project we got the opportunity to apply the spiral methodology with the assistance of the Council of Europe, which assist us during the acceleration of the crisis to actually map the needs of our citizens, and not only the needs of the citizens in general, but mostly to the citizens in need. And that way we identified that what is important for them in terms of well-being, what is well-being for them. And it was very specifically underlined that the areas that the actors of well-being was merely employment and health. So we designed a project with local actors, NGOs, and public services and volunteers that was addressing the issue of social medical insurance to people without health insurance, employment, or a legal permit to stay in our country. This was the social pharmacy, social medical office of our city. It's running for 10 months now, and tomorrow I will have some time to present more about that. And further than that, the spiral methodology gave us the opportunity to underline also other projects that were feasible with this network. Thank you. Alors, je ne sais pas, dans cette présentation extrêmement rapide, vous avez capté l'essentiel, c'est qu'il y a un travail de co-responsabilité entre l'ensemble des acteurs. Et à chaque fois, il y a un groupe de coordination qui parfois existe déjà dans une loi comme au Portugal ou qui est créé ad hoc, qui représente les différents acteurs et qui développe donc cette approche de co-responsabilité à partir des paroles des citoyens et qui également l'affirme à travers une charte. Alors il y a plusieurs villes qui ont signé une charte de co-responsabilité pour la vivre en dignité dans la ville. Je passe la parole à François Foulot pour nous donner l'exemple de Mulhouse. Et qu'est-ce qu'ils en ont tiré? En quoi ça a été important d'avoir cet instrument de co-responsabilité qui était la charte? Alors, il n'a pas été simple du tout de travailler cette charte. L'élu en particulier, et on peut la comprendre, étudiait chaque mot parce qu'elle avait peur de s'engager, de ne pas pouvoir tenir les engagements à travers la signature de la charte. Malgré tout, on a réussi effectivement ensemble avec les associations, avec les personnes qui participent au groupe de parole et aussi aux actions, à établir cette charte et on l'a signée le 17 octobre 2011. Et au moment de la signature, j'ai senti vraiment la fierté, une fierté de tous, mais aussi de l'élu. Et j'ai senti que le nouveau maire était vraiment maintenant impliqué dans la démarche de territoire de co-responsabilité. Ça nous a aussi permis de revaloriser au niveau des médias, de le dire publiquement, d'exprimer de ce qui s'était passé. Donc concrètement, on est content de cette charte. On espère, par exemple, un de nos projets actuels, mais on ne sait pas si on y arrivera, c'est d'essayer de mettre le monde des entreprises, le monde aussi des personnes favorisées dans notre démarche de co-responsabilité. Et je pense que là, ça sera un bel outil pour eux aussi, pour pouvoir signer et s'engager avec nous. Voilà, donc maintenant, sans plus attendre, nous allons entrer dans le concret. Qu'est-ce que ça a donné concrètement en termes d'action? Qu'est-ce que ces actions ont apporté? C'est ce qu'on appelle les actions de co-responsabilité.
Donc chaque ville va nous présenter un exemple d'action pour mieux comprendre l'intérêt qu'elle a en termes de création de liens de solidarité, de meilleure valorisation des ressources et donc d'effet de levier aussi pour aller plus loin dans la lutte contre la pauvreté. On va commencer par Timisoara. Hein. Je présenterai comme exemple une initiative lancée en Roumanie en 2008, le partenariat solidaire entre les consommateurs urbains et petits producteurs qui s'appelle ASAT, Association pour soutenir une agriculture paysanne. Cette initiative a été inspirée par l'exemple français AMAP. Et ce qui est important est qu'en Roumanie, nous avons développé cette initiative comme un instrument de combattre la pauvreté et la co-responsabilité sociale. Et j'expliquerai pourquoi je dis ça. Mais pour décrire très bref que signifie ce partenariat de solidarité, ça signifie qu'un groupe de consommateurs urbains intéressés par des produits sains et de proximité s'engage de soutenir un producteur pour produire cet produit de légumes ou d'autres types de produits. Il s'engage dans un contrat pendant une année et il paye en avance une part de la production. Et je veux expliquer pourquoi je dis que nous avons promouvoir cet instrument comme instrument de combattre la pauvreté et la co-responsabilité, parce que nous avons décidé de soutenir de petits paysans qui n'ont pas de moyens de vivre, qui vivent dans les fermes de semi-subsistance et qui ont trouvé une modalité de vivre en dignité. Et pourquoi de vivre en dignité? Parce que les consommateurs et les producteurs essaient d'établir pour les producteurs un prix juste, un prix qui peut assurer un vivre digne pour les producteurs. Pourquoi un instrument de promouvoir la co-responsabilité? Parce que c'est une démarche qui permet la création de la confiance, qui crée des liens sociaux entre deux parties qui semblent des parties contradictoires, le producteur et le consommateur, qui crée de solidarité aussi entre les consommateurs, parce que ce sont des consommateurs avec beaucoup de moyens financiers et des consommateurs pas beaucoup de moyens financiers. Créer une autre perception de comprendre le risque parce que le consommateur accepte de partager le risque de la production avec le producteur. C'était très important pour nous de comprendre qui partage les risques de la société peut-être plus large et créer des citoyens actifs parce que mettre en scène le rôle des consommateurs pour assurer une alimentation saine, de proximité et une alimentation accessible, parce que l'alimentation saine doit être accessible, pas seulement pour les personnes avec des moyens financiers. Pour nous, et je parle maintenant comme consommateur dans cette démarche, cette initiative propose un modèle alternatif de comprendre et pratiquer réellement la responsabilité dans la société et permettre de comprendre les risques de la société en différentes dimensions de la société et peut-être peut représenter une réponse à la demande pourquoi la responsabilité doit commencer avec moi. Merci. Merci. Nous allons maintenant voir à Covilien, qu'est-ce que vous avez comme exemple d'action de co-responsabilité? Merci. Bon, je veux parler des magasins sociaux, mais j'ai des autres exemples, mais je vais apporter ça. Sur la base du diagnostic social, un certain nombre d'actions de co-responsabilité ont été identifiées et intégrées dans un plan d'action qui comprend, par exemple, une mesure de solidarité sociale appelée magasin social. Ils sont créés en avril 2006 et c'est une solidarité sociale qui vise à répondre aux besoins des citoyens des plus démunis, familles, en rassemblant divers biens donnés par les particuliers ou des entreprises. Il y a comme objectif améliorer les conditions de vie des familles les plus vulnérables grâce à la distribution gratuite des produits, vêtements, textiles, chaussures, meubles, électroménages, etc. Impliquer la société civile, ensemble des biens, de favoriser un esprit de solidarité.
appelle à la responsabilité sociale des entreprises. C'est destiné aux individus et familles qui sont dans une situation vulnérable, allocataires, chômeurs, des retraités, etc. Emplacement. Il y en a un magasin social dans 2 des quartiers de la municipalité pour mieux se rapprocher de la demande de la population à couvrir. Comment ça fonctionne? Les citoyens et les entreprises pouvant aider en donnant des articles. Les matériels donnés, qui n'est pas en bon état, est réparé avant de distribuer aux bénéficiaires, en profitant de l'expertise des charpentiers, des électriciens, des couturières, etc., qui ont volontairement collaboré avec les projets ou qui sont en chômage, par exemple. Les personnes intéressées à postuler à cette aide, contactant le département des affaires sociales de la municipalité qui évalue les conditions de vie des familles à privilégier et l'aide à accorder. Je veux dire aussi que, parce que la qualité de vie de ses habitants est d'une importance primordiale pour les décideurs de leur destination, la municipalité de Covilhã signait en 2012 avec le directeur général de la cohésion sociale du Conseil d'Europe la charte des responsabilités sociales partagées pour lutter contre la pauvreté et d'assurer une vie digne pour tous. Presque 80 entités et entreprises ont signé cette carte. Merci. Merci. Donc nous avons, vous voyez, déjà sur 2 exemples, un sur l'accès à l'alimentation, l'autre sur l'accès aux biens de consommation générale, comment créer du lien social, créer de la solidarité, reprendre des choses qui existent déjà, pas forcément des nouvelles ressources, donc le magasin social, et puis travailler aussi sur des produits de qualité, par exemple sur les consommateurs producteurs. Alors nous avons un autre exemple sur l'alimentation tout à fait intéressant qui nous vient de Charleroi et qu'on va présenter sous forme d'un petit film qui sera commenté par Marianne. Parce qu'il est en français, donc elle va le commenter en français, il sera traduit en anglais pour que vous puissiez suivre le film. Et ça donnera un petit peu de visibilité visuelle à ces exemples, dont pour le moment, on n'a fait que des paroles. Merci. Donc c'est donc dans le cadre du plan de cohésion sociale que le projet de jardin partagé se situe. Et je dois vraiment mettre l'accent sur l'intérêt que dans ce plan et autour de tous les projets, c'est l'ensemble des acteurs qui sont impliqués en travaillant sur les droits fondamentaux et donc sur la qualité de vie et le bien-être. Dans ce processus de coproduction, le travail social que l'on propose n'est pas axé sur la contrainte, mais sur la justification d'un accès à l'autre au droit. Aussi, dans les maisons de quartier, on sait que l'inclusion dans la société, sur un même territoire, n'est pas le même pour tous. Le parti pris sur ce projet est de mobiliser un maximum de citoyens, d'individus différents. Des riches retraités, des femmes seules, des familles nombreuses, des sans-abri, des jeunes, des moins jeunes. Depuis 10 ans, nous travaillons à l'installation d'une culture participative autour de l'espace public laissé à l'abandon, dégradé, souillé, là où certains n'ont pas d'espace, pas de jardin, pas de terre. D'abord 3 jardins aménagés, ensuite un réseau de 17 jardins sur l'ensemble du territoire de la ville, reliés entre eux par une équipe de coordination que vous voyez à l'écran pour l'instant. C'est un réseau où l'on mobilise les ressources de chacun des jardins, où l'on partage les connaissances, les techniques, les progrès, les difficultés aussi. La ville, au travers de son équipe, propose un soutien méthodologique, des formations, des échanges de matériel. Nous sommes là pour être à l'écoute, du groupe, l'aider quand il faut, le laisser faire quand il faut. Pendant 10 ans, nous avons dû faire la preuve aux yeux de tous que l'espace public peut être partagé, que les ressources publiques peuvent être mises en commun et gérées par des citoyens qui réfléchissent, produisent leurs propres règles et bien sûr pour la survie du projet et en vue d'une démocratie locale intégrée, nous avons intégré ces règlements au niveau du conseil communal, dans le système administratif et légal de la ville. D'un point de vue de la précarité, faire cela, c'est prendre en compte que le critère multidimensionnel du travail social est aussi essentiel qu'indissociable du critère multidimensionnel de la pauvreté. Accepter la coresponsabilité, c'est aussi accepter de perdre et de partager du pouvoir.
chose pas toujours simple pour l'administration publique. Enfin, la co-responsabilité nécessite également que l'on accepte d'écouter vraiment les préoccupations des citoyens, et toujours ils savent ce qu'ils veulent. Alors, j'ai dit plus vite que le film et vous ne l'entendez pas. Nous dire de quoi ils ont besoin. Tous les contacts que nous avons pu établir jusqu'à présent nous ont permis aussi d'obtenir une variété d'informations et de ressources que nous pouvons utiliser et qui sont extrêmement intéressantes, qui nous permettront par la suite d'offrir des formations ou de proposer, en réponse à la demande bien sûr des gens ou en accord avec eux, et programmer des activités intéressantes et utiles pour tous. Voilà. En conclusion, je voulais vous dire que travailler comme cela permet aux pauvres d'exister, de retrouver la dignité, de s'impliquer dans sa vie et dans celle des autres. Travailler comme cela permet aux riches de s'impliquer, d'exister, de garder sa dignité et de s'impliquer dans la vie des autres. Merci. Merci bien. Voilà, donc, et maintenant nous avons un exemple sur le secteur de la santé dont Yo a déjà commencé à parler, cette pharmacie sociale. Yo, the floor is yours. Okay, for us, the spiral methodology and the co-responsibility notion intrigued the structure that I mentioned before, the social pharmacy and social medical office. This is a structure being operated by a consortium of NGOs and volunteers with the support of the municipality. This is running for 10 months now. It's very simple in its operation. Citizens are offering the medicines that they have at home and do not use, medicines prescribed and never consumed, and also medicines that have in the house from someone elderly that do not use. And also legal entities and public institutions are doing donations to the social pharmacy translated into medicines. And also state doctors and private doctors are offering free examinations for patients. The beneficiaries are applying for an allowance card. This card enables them to make use of the free examinations and the free prescriptions. People that are beneficiaries are those who are unemployed, without insurance, single mothers, immigrants, and handicaps without the ability to support themselves. The social pharmacy has emerged as an idea because of all these estimated amount of medicines that we keep at home and we do not use, and also by the emergent need of people to offer their help. The crisis made people more responsible and even more co-responsible. For the beneficiaries, on the other hand, what is very important for their well-being is the feeling of feeling safe. Feeling safe for them is having the access to health provision and access to health provision also for their families. So the benefited people are feeling safeguarded, included, and more important, I think, that they still have the dignity. They don't have to beg for their health insurance. Also, they feel included because the way the welfare system used to be constructed was already excluding them, because it was constructed in a sense of giving and taking, where this one is just offering. That's my Thank you. Et voilà, vous avez vu comment on l'applique dans différents secteurs, et donc nous avons terminé par l'exemple de Mulhouse, qui est vraiment les différents secteurs ensemble. C'est ça qui est intéressant. Oui. Mulhouse, j'ai dû faire un choix et on a choisi le contrat social multipartite, et je m'excuse pour mes partenaires parce que c'est pas l'action qu'on a conduite ensemble, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, le contrat social multipartite, comment ça se passe? Eh bien, en fait, le service d'action sociale de la ville va proposer à des personnes qui sont en situation de pauvreté, de fragilité sociale et d'exclusion, de participer, de rejoindre un groupe de 15 personnes
et de travailler au sein de ce groupe sur le bien-être ou au moins le mieux-être. Et la ville va mettre à disposition de ce groupe des partenaires prestataires et donc un metteur en scène qui a l'habitude de travailler sur la méthode de Théâtre Forum, qui va faciliter la parole. Il est accompagné d'un psychologue et puis un peu plus tard, il y aura une assistante sociale dont le poste est d'ailleurs pris en charge en partie par les fonds européens, qui rejoindra aussi le groupe plus pour faciliter les actions. Ces personnes en situation de pauvreté vont donc déjà s'exprimer sur qu'est-ce que c'est que le bien-être, le mieux-être pour elles. Et ensuite, elles vont travailler sur quels freins ont-elles pour arriver à un mieux-être. Et ça, c'est la première phase du projet. La deuxième phase consistera à établir des actions. C'est le groupe lui-même qui va les établir, qui va les choisir et qui va effectivement les mettre en contrat, sous forme de contrat, avec les élus, avec tous les autres partenaires qui peuvent rendre faisables ces actions. Et c'est un contrat d'engagement réciproque qui va être signé solennellement par toutes les parties, y compris par les élus, en présence de la presse. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette action s'appelle contrat social multipartite. Et ce contrat va être vraiment un engagement. C'est véritablement un temps fort de l'action. La troisième phase, c'est de passer effectivement à l'action. Des actions réalisables, faisables, mais réelles. Et des actions qui sont véritablement réalisées par le groupe lui-même, pour tendre à aboutir véritablement à un mieux-être. Alors, ça peut être des actions dans le champ socio-économique, d'insertion professionnelle, etc., ou dans le champ de la santé. Enfin, le groupe est totalement libre. Totalement, c'est lui qui va vraiment établir ces actions. Ce n'est pas nous qui dirons il faut faire ci, il faut faire ça, c'est véritablement les personnes. Et après, la quatrième phase, évidemment, c'est effectivement que le groupe devienne autonome et continue et marche seul. Là, effectivement, ils vont être un peu lâchés. C'est un moment difficile, mais on va les voir moins. Le metteur en scène va être moins présent, le psychologue et l'assistante sociale aussi. Mais je vous rassure, on continue toujours malgré tout de les voir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe concrètement? Le premier qui a été signé en 2008, en décembre 2008, il y avait en fait au bout du cheminement, il y avait 12 personnes. Parmi ces 12 personnes, il y en a 6 qui ont retrouvé du travail. Et parmi ces 6, il y avait des personnes qui n'avaient plus pu travailler depuis 20 ans. Et ces personnes actuellement, on les voit toujours, elles continuent de travailler. Donc ce n'était pas simplement. Alors qu'est-ce qui a permis? Ça a permis effectivement. C'est surtout le fait déjà d'avoir libéré la parole. Ensuite, le fait d'avoir permis de l'entraide, de ne plus être isolé. Ces groupes permettent véritablement de surtout ne plus se sentir isolé et dévalorisé. Et ça, c'est essentiel pour les personnes. Le deuxième groupe, les personnes connaissaient beaucoup de soucis d'addiction lourde. Et là, on a 2 personnes qui sont en démarche de soins et qui persévèrent, qui arrivent à beaucoup mieux vivre avec les soucis d'addiction et à traiter. Et ça, ces personnes, les assistantes sociales
qui les connaissaient avant disaient mais on n'a même jamais pu parler avec elles de leurs soucis d'addiction. Ce groupe a permis véritablement de leur permettre cet acheminement. J'ai des multiples exemples aussi de l'entraide qui peut se passer et de l'information qui est diffusée. Et bon, voilà. Mais il faut, Samuel nous met un terme. Non, mais on va revenir dessus parce que, en fait, vous voyez que toutes ces actions ont des caractéristiques communes. C'est-à-dire qu'elles permettent de valoriser des ressources qui sont abandonnées, de les remettre en route, par exemple des espaces qui sont abandonnés, des nourritures qui sont mal utilisées, des médicaments chez les gens qui ne sont pas utilisés, etc. Elles permettent de recréer du lien entre différentes personnes, pas seulement les personnes qui vivent de pauvreté, mais aussi le reste de la société. Et elles touchent à justement des dimensions immatérielles du bien-être, celles qui sont très importantes parce qu'elles vont enclencher un processus d'amélioration, donc la libération de la parole, comme l'a dit Françoise, ou la confiance en soi, la reconnaissance, le sens, y compris pour des personnes qui ne sont pas forcément en mal-être matériel, mais qui sont dans l'isolement, qui ont besoin de retrouver un sens dans leur... et qui, du coup, retrouvent quelque chose. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans ces approches, et c'est pour ça que nous voudrions maintenant dédier le temps qui nous reste à réfléchir à comment on peut, à partir de ce type d'approche, développer des effets multiplicateurs, et comment on peut, avec finalement des politiques de co-responsabilité qui ne sont pas des grands investissements financiers, parce que c'est des politiques relativement abordables, multiplier des faits. Et donc là, on ouvre une perspective politique intéressante. Alors, je propose de commencer par Charleroi, parce que les jardins partagés de Charleroi, ils ont 10 ans d'existence. Donc, c'est intéressant d'écouter leur point de vue là-dessus, comment il y a des effets multiplicateurs qui se mettent en place et comment eux, ils arrivent à, avec l'équipe qu'ils ont, arriver à multiplier les faits et devenir quelque chose qui prend une autre dimension. Donc, vous l'avez vu au travers de cette vidéo, nous avons une équipe d'encadrement. Je n'aime pas beaucoup le mot encadrement, mais je pourrais dire équipe support. Donc, je pense qu'une des premières recommandations pour multiplier ces jardins, c'est d'être là, de plus être là, d'être là, mais d'être toujours là. Je m'explique, c'est de pouvoir proposer un encadrement flexible et souple. La coproduction, ce n'est pas dire aux gens on va faire avec vous et puis vous allez faire tout seul. Je pense que c'est aussi moduler l'action des services publics en fonction de l'avancée du projet, en fonction des besoins du groupe porteur, et de pouvoir quelquefois revenir en arrière ou songer à des choses à développer initialement qui n'étaient pas prévues. Et donc je pense que là, en ayant une équipe stable de gens qui connaissent le projet, eh bien, permet de multiplier l'impact sans multiplier les ressources humaines supplémentaires. Nous sommes passés d'abord 3 jardins à 17 jardins. Nous allons lancer un nouvel appel et nous assumons ce réseau avec, je dirais, un temps plein, voire un temps plein et demi maximum au niveau de la coordination. Deuxième chose, au niveau de la coproduction et du phénomène de co-responsabilité, même si on en parle beaucoup dans des colloques ou dans des journées d'études et que cela fait cheminement auprès des travailleurs, nous pensons aussi qu'il est extrêmement important et que c'est encore difficile pour l'instant lorsque nous avons des jeunes étudiants ou des travailleurs sociaux qui rejoignent les projets, que c'est une technique professionnelle qui n'est pas encore bien étudiée, bien aboutie au niveau des cursus scolaires. Nous pensons qu'il faudrait que ce soit plus traduit dans le cursus scolaire actuel au niveau des différentes écoles qui travaillent avec le champ du social, parce que lorsqu'on a de jeunes étudiants, eh bien c'est une technique qui n'est pas simple, parce qu'il ne faut ni être dans le tout laisser faire, ni être dans le faire à la place, et il faut vraiment trouver cet équilibre professionnel. Je ne pense pas que ça vient tout seul. Je pense qu'il y a des techniques, il y a de l'apprentissage. Et une des recommandations, c'est qu'il y ait une espèce de lobbying au travers de ces écoles. Dernière chose que moi j'ai envie de dire, c'est qu'il faut oser travailler avec les riches. Alors qu'est-ce que j'entends par riche ?
c'est les riches qui sont dans le quartier, les riches entreprises qui sont dans le quartier, les riches entreprises qui sont sur le territoire. Nous avons plusieurs expériences de partenariat public-privé. À chaque fois, tout le monde a eu à y gagner parce que la richesse, c'est aussi de la richesse intellectuelle, c'est aussi de la richesse du temps. Et tout le monde a envie de s'engager dans un projet de vie. Et moi, je redoute quelquefois ces clivages entre le monde du travail social et le monde de l'économie ou du marchand. Et je pense vraiment qu'on a tout à gagner à ce que nos travailleurs de quartier, nos travailleurs sociaux, travaillent d'emblée au déclivage intellectuel, d'abord dans leur tête, vis-à-vis de ce public-là, et aillent à la rencontre de ces projets pour qu'il y ait une meilleure inclusion sociale. Merci. Donc, cette idée de passage, de mise en réseau, de multiplier les gens qui sont participants, on peut le retrouver peut-être ailleurs. On va demander à Timișoara, qui a une expérience plus récente, mais comment vous avez vu cet effet multiplicateur? Oui, comme j'ai dit, en 2008, nous avons lancé ce premier partenariat et nous avons proposé une autre manière de comprendre ce type de relations. Et quand nous avons fait la première présentation à Timișoara, les personnes ont dit « Vous êtes fous, c'est pas marche, peut-être ça marche en France, mais pas en Roumanie ». Maintenant, nous avons au niveau des 5 villes de la Roumanie 9 partenariats qui sont soutenus par les consommateurs. Tous ces partenariats sont développés par l'implication volontaire de personnes, des citoyens. Je veux dire que nous avons soutenu, et nous sommes fiers que nous avons soutenu 9 familles de petits paysans avec leurs enfants pour avoir les droits pour une vie digne. Ils sont impliqués en ce moment plus de 300 familles de consommateurs qui sont impliqués dans ce type de partenariat, qui ont accès à des produits sains, mais pour moi, peut-être plus important, qui sont des porteurs de cette idée parce qu'ils ont aidé pour la multiplication de ce type de démarche. Après 5 années que nous avons travaillé sur cette idée, je suis contactée par beaucoup de citoyens et des organisations de la société civile qui veulent promouvoir ce type de démarche parce qu'ils ont compris la complexité d'impact. Ce n'est pas seulement de produire des légumes. Ce qui propose ce type de démarche propose un changement dans la relation humaine et dans la manière de comprendre la société peut-être. Et je ne sais pas, pour le futur, je réfléchis que peut-être il est très important de soutenir ce type d'initiatives qui ont le potentiel de transformer le bénéficiaire en acteur. Parce que les consommateurs ont venu dans le premier moment de consommer des produits, mais après ils ont devenu acteurs et ils ont fait possible ce type de démarche. Et je pense que c'est important de promouvoir dans la société ce type des initiatives. Et aussi, je pense que nous devons réfléchir une manière de faire un autre type de mixage en utilisant les instruments financiers et le volontariat. Parce que j'ai vu qu'avec beaucoup de ressources humaines qui ont été impliquées et soutenues, mais avec beaucoup de volontariat, nous avons obtenu des résultats. Très bien. Et alors donc à Covilhã, comment vous voyez ces effets multiplicateurs? Et quels sont les freins, quelles sont les possibilités? Bon, nous pensons que aucun programme ne sera efficace et bon s'il n'est pas ressenti par ceux qui y participent comme répondant à leurs besoins. L'individu doit sentir que le programme, c'est pour l'aider. S'ils sentent que c'est vraiment leur projet, ils deviennent acteurs de leur propre changement, entraînant d'autres personnes dans le besoin et à participer. C'est vraiment important aussi de passer l'information aux personnes qui ont besoin de notre solidarité. Et nous avons je ne sais pas comment dire en français, une lemme, un chavon, qui sait
le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme que je vais lire ici et qui nous dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est ce que nous faisons là pour implémenter les programmes et les actions. C'est traiter tout le monde avec dignité, humanité et qualité. Merci. Donc des valeurs fondamentales pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Oui, pour aider les autres. D'accord. Merci. Mulhouse. Moi, je vis cette possibilité de démultiplication à l'intérieur même des groupes. Je pense que, par exemple, ensemble, on travaille dans le cadre de ce qu'on a appelé droit et pauvreté. Et par exemple, on travaille sur la santé. Et l'autre soir, Evelyne disait « Je vais aller me faire opérer à la clinique ». Et le groupe lui a dit « Mais attention, la clinique, c'est préférable d'aller à l'hôpital, etc. Tu as déjà plus d'argent, etc. » Moi, j'aurais pu dire à Evelyne « Madame, il faut plutôt aller dans une clinique. » Mais là, c'était tout un groupe qui expliquait largement. Et Evelyne devenait vraiment partenaire. Elle comprenait beaucoup plus. C'était pas, on ne lui visait pas la morale. On était avec elle pour des conseils et pour qu'elle n'aille pas encore s'enfoncer plus financièrement. Donc, c'est à l'intérieur des groupes, je trouve qu'il y a vraiment cet effet de démultiplication qui est important. Et ensuite, on a aussi dans l'entraide, ça devient effectivement une habitude. Les personnes du premier groupe que je vous ai décrite, par exemple, Evelyne, elle sait parler, mais elle ne sait pas aller toute seule à Strasbourg. Elle devait vraiment aller à Strasbourg pour des démarches. Fatima, elle est quasiment mutique. Elle a du mal à parler, mais elle sait aller à Strasbourg. Et jamais elles auraient pu se connaître, jamais elles auraient pu s'entraider. Mais Fatima a emmené Evelyne et Evelyne a pu avoir sa démarche administrative et elle était rassurée, elle était encadrée. Donc c'est cet effet de démultiplication. Ça s'est fait sans moi, sans personne. Hein. Elles ont fait ça toutes seules comme des grandes. Ça, c'est déjà à l'interne de cette co-responsabilité, il y a déjà une démultiplication. Enfin, je le ressens vraiment fortement et c'est pour ça que c'est important, ce dispositif aussi. Merci, très bien. Merci pour ce témoignage. Et donc maintenant, Yo, the floor is yours to explain how you see multiplier effects in Kavala. I totally agree with Mr. Coulot. This multiplier effect can be shown in two stages. The one is the internal one within the network, and the other one is the external one. In the case of the social pharmacy, for example, the network itself started becoming a policymaker, from service provider to policymaker, because this was a very solid, consolidated group of people working with people in need, and started identifying new needs and setting up plans to be implemented afterwards, and they were implemented, such as a social grocery shop, which was set up, shelter for abused women or women victims of violence, and also they started planning integrated actions along with the already existing ones and added to that. And the multiplier effects in the second phase is the one that has to do with the outside world, meaning the case study of Kavala starting being adopted by other cities also. It was a very successful example. It was the third social pharmacy in whole Greece being implemented, and it became an example for the adjacent cities. And then Drama city, which is an adjacent city to Kavala, starting building up their own social pharmacy, and Xanthi also, which is an adjacent city from the other side. And not only that, but they start having relationships between them. When we are in shortage of a specific medicine, we ask them, and the same thing happens the other way around, meaning that they are becoming, the consistencies are being built up, which is very important. So the impact is not only introvert, but it's also extrovert. And that's very important because the dynamic is it's very interesting, the networks it creates. Voilà, donc vous avez vu
un petit peu une vision très générale, mais avec des exemples très concrets de l'effet que ça peut avoir, ces approches de co-responsabilité, et le fait qu'on peut vraiment, ça peut être des leviers vers une société plus juste, avec moins de stigmatisation, plus de dignité pour tous, et allant vers le bien-être de tous. Donc évidemment, la solution n'est pas encore à portée de main, il y a encore beaucoup de travail, mais c'est dans cette direction qu'il faut aller certainement, et nous voulons continuer à travailler. Il y a un réseau qui existe des territoires de co-responsabilité au niveau européen, et donc là, comme nous avons commencé un petit peu en retard et qu'on peut se permettre de prendre quelques minutes, si quelqu'un ou une ou deux personnes veulent intervenir ou poser une question ou compléter un petit peu ce qui a été dit avec d'autres choses, d'autres réflexions, vous êtes bienvenus. On vous laisse donc la parole pour qui veut intervenir. Voilà, je suis de Mulhouse et nous, il nous semble important de développer justement des groupes de parole et d'action. Alors avec la démarche peut-être du bien-être, mais peut-être plus largement encore. Donc je suis aussi dans un projet de territoire de co-responsabilité au niveau de mon quartier, qui est une ZUP, donc de 9000 habitants sur 2 km², des grands immeubles de 19-20 étages. Et donc dans ce quartier, on a décidé de travailler dans cette optique-là sur le mieux vivre ensemble. Et actuellement, on est en train de généraliser l'action, puisqu'on va essayer de travailler avec tous les partenaires du quartier, qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient associatifs, pour arriver dans une démarche de co-responsabilité à un projet commun de quartier. C'est-à-dire comment ensemble, dans un quartier, on se mobilise tous ensemble pour arriver à mieux vivre ensemble avec un maximum d'habitants. Et donc on veut aussi démultiplier des groupes de parole et d'action dans chaque immeuble, pour que effectivement chaque immeuble se prenne aussi en charge. Voilà, donc un exemple. Oui, un exemple au niveau d'un quartier, oui. Une question, allez-y. My name is Gabriela Petre. I represent Apollo Resource Center. I belong Roma communities, and I would like to underline it's impossible to resolve the problem without shared responsibility in our country with the national government. Mm-hmm. For example, we have a national strategy for Roma, but sometimes the national government, they forgot about the strategy. I would like to speak about one project. We develop life skills for young Roma people and non-Roma people, but it's not enough. More of half these young people, they find job about they come in our organization, but the employment in our country it's very big. Thank you. Merci pour cette intervention. Vous avez raison, on a beaucoup parlé du niveau local, mais la co-responsabilité, c'est aussi au niveau régional, national et européen. Vous avez tout à fait raison, ce n'est pas seulement au niveau local, c'est vraiment quelque chose de plus général. Quelqu'un ? Oui, une question très courte pour la dame qui vient de Kavala en Grèce. Votre municipalité, j'ai l'impression, fait beaucoup dans le travail social. Je lis beaucoup de choses aussi sur le périmètre d'intervention du mouvement Aube Dorée en Grèce. Et pourriez-vous éventuellement nous expliquer le périmètre d'intervention que ces gens commencent à prendre au niveau du traitement des problèmes sociaux, et que faites-vous justement pour lutter contre cela, si vous le pouvez, et merci de la réponse. Okay. Well, I think in times of crisis there are conflicting emerging movements. Okay, the example that you said is one of them. Do you hear me? Do you hear me? Okay. So, yes, this is an emerging movement right now, but it's an extremist one. So you cannot evaluate right now when crisis accelerating. People usually address to extreme left or extreme right. I would categorize this example that you gave as an extreme right one. Other than that, I think that these kind of movements are finding space when there is less co-responsibility than it should.
In our case, in our city, we have managed to create a network of social activity, leaving a few people outside of it. And therefore, there is not that much area left for those kind of voices to be, let's say, developed. You cannot fight the fact that there is that kind of movement, but for us, in our case, in our city, it's a small one. You never know how people will react in 1 or 2 years from now, because when poverty strikes and people are left without a job, they really feel angry. And anger is a very bad consultant when it comes to deciding and the policy making, I think. Oui, please. Je suis de Portugal, Manuela Coutinho. Je travaille à la sécurité sociale. Nous sommes en train d'implémenter aussi la spirale. C'est très intéressant, toutes les expériences. Mais j'ai une question qui est avant toutes ces expériences. Parce que nous disons... en général, c'est très important. Nous devons entendre les personnes, nous devons travailler avec les personnes. Mais la question est très, très, très différente. Parce que nous entendons tout le monde, qui sont les personnes et nous. Nous travaillons non pour les personnes, mais avec les personnes. C'est un paradigme complètement différent. C'est très important que les personnes sentent qu'ils sont utiles, je ne sais pas dire, dans ce procès. Alors, c'est un paradigme complètement différent pour tout. Je crois au paradigme. Qu'est-ce que vous avez senti, vous qui avez déjà les résultats, bons résultats, et je crois qu'ils vont se multiplier. Qu'est-ce que vous sentez ou que vous avez senti à vous-même pour faire ce travail avec les personnes? Parce que c'est une transformation complète de l'intervention sociale qui nous appelle à tout, à réfléchir en permanence, à questionner à nous-mêmes en permanence. J'aimerais bien vous entendre sur cette question. Qui veut répondre? Françoise, Marianne, quelqu'un peut répondre? Je commence à répondre et Marianne me complétera. Oui, on a réfléchi à cette question. Oui, c'est une question très intéressante. Moi, mon métier initial, c'est assistante sociale et on m'a pas préparée. C'est pas dans mon métier. Je ne crois pas encore que ça soit tellement dans la formation. Et c'est donc un changement de regard, un changement de savoir-être. On nous apprend dans nos métiers c'est quand même des métiers qui sont basés sur l'éducation. Donc on doit apprendre des choses aux gens. Les gens doivent progresser. Mais là, on doit aider les personnes à progresser par elles-mêmes. Et donc, ces personnes, elles sont vraiment des partenaires. Ce ne sont plus des usagers. Ce sont vraiment des personnes qui doivent être dans une position, on doit être dans une position, nous, différente. Et elles aussi. C'est des changements de regard. L'institution doit changer son regard. Et effectivement, ce n'est pas simple. Je donne un exemple souvent. On a un service social où il y a jusqu'à 300 personnes qui viennent par jour.
Et les personnes qui sont dans les actions avec nous, elles vont rentrer naturellement dans notre grande maison. Elles ne vont pas prendre de tickets, elles ne vont pas aller à l'accueil, elles vont être chez elles. Et nous, il n'est pas question de... on doit vraiment les accueillir comme ça, pas leur dire, bon maintenant, prenez votre ticket, chacun son tour. C'est tout à fait une autre approche. Et je ne dis pas ça par démagogie, ce n'est pas de la démagogie ce que je dis, c'est réellement, il faut vraiment arriver à ce que ça soit profondément une autre approche. Et il faut se remettre en question, voilà, tout simplement. Et on se prend quelques baffes. Moi, je me suis prise des baffes, c'est bien. Rien, tu veux rajouter ? C'est un peu différent pour moi parce qu'on travaille depuis 20 ans au niveau du développement social de quartier. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, jamais sous la contrainte. On travaille plus le quartier que l'offre individuelle. Donc depuis 20 ans, on prend le travail sous cet axe-là de participation citoyenne et de co-responsabilité. Je l'ai dit tout à l'heure, ça demande que l'on accepte de partager du pouvoir, parce qu'un professionnel a du pouvoir, mais un usager a du pouvoir, un citoyen a du pouvoir, et donc c'est aussi de re-questionner la question du pouvoir de chacun. Quelles sont les frontières, avec quelles valeurs et jusqu'où on est prêt à partager ce pouvoir si ce pouvoir est mis au centre des mêmes valeurs et des valeurs démocratiques. Ça, je pense que c'est important de poser ce constat-là dans la participation citoyenne. Parce qu'il y a évidemment des limites. Tout à l'heure, monsieur a parlé plusieurs fois d'extrême droite dans ses interventions. Et c'est vrai qu'il faut faire attention dans ces phénomènes de co-responsabilité de bien poser les questions de valeur éthique. Et dernière chose, moi je dirais que tant que dans les écoles aussi, on continuera à avoir des cours de travail, enfin je pense que je suis pas encore assez vieille que pour être éloignée des cursus scolaires, mais du travail social individuel, du travail social de groupe et du travail social communautaire, comme c'est organisé en Belgique dans tous les cas, et qu'il n'y aura pas un cours multidimensionnel d'approche de co-responsabilité, de participation citoyenne, et qu'il y aura encore des différences, eh bien on devra toujours remettre ce travail sur le métier. Et moi je pense que ça passera d'abord aussi par le cursus scolaire. Merci. Voilà. Bon, il y a encore 2 interventions, mais je ne sais pas si on peut continuer au niveau du temps, parce que c'est faisable ou... Bon. Essayez d'être bref, parce qu'on a dépassé un petit peu l'heure, mais donc Fanton, Farrell avait demandé, je crois, et puis... Non ? Ok, bon, on va arrêter là. Désolé, bon, de toute façon la discussion va continuer après. Je pense que vous avez bien compris aussi que ces approches de co-responsabilité ouvrent un certain nombre de pistes, mais elles ne sont pas suffisantes en soi, c'est clair. À partir de ce travail de terrain, il faut pouvoir aussi faire des propositions politiques, des changements. Bon, par exemple, Marianne disait il faut changer la façon dont on fait l'enseignement dans des assistantes sociales. Voilà, donc ça c'est une politique plus globale. Bon. Mais il y a aussi tout ce qu'on a discuté ce matin, c'est-à-dire les droits fondamentaux, la reconnaissance des droits, les politiques globales qui sont absolument essentielles. Donc là, on n'a pas trop d'en parler, mais je sais qu'à Mulhouse, par exemple, ils sont confrontés à des problèmes pas locaux, mais qui viennent du problème global. Parce qu'il y a des gens qui débarquent à Mulhouse parce qu'il n'y a plus de droits sociaux assurés dans d'autres pays. Bon. Donc il y a toute cette question du minimum garanti des droits fondamentaux est absolument fondamentale. Et c'est simplement trouver un complément entre les deux, et ces approches sont également importantes. Donc voilà, on en reste là pour le moment. Ce débat est ouvert parce qu'évidemment, tout ce travail va continuer. Il y a un réseau qui existe. Samedi, on va encore retravailler dessus. Donc vous êtes bienvenus pour continuer à en discuter ailleurs. Mais pour le moment, on arrête ici et on remercie tout le monde, et puis y compris les interprètes pour avoir eu la patience de nous traduire. Alors, dernière chose. Voilà. Alors donc, ce soir, il y a une réception pour tout le monde, qui est ouverte à tout le monde. Ça se passe à la salle de fête de la Bourse.
c'est l'arrêt tramway Bourse à 20 heures. Et vous avez dans votre paquet une indication d'information plus précise. Mais bon, si vous l'avez perdu, ça se trouve donc à l'arrêt tram Bourse et c'est à 20 heures. C'est la salle de fête de la Bourse. Voilà, donc à tout à l'heure et bonne soirée.